Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le grondement du moteur s'est atténué lorsque l'élégant van noir s'est arrêté devant un haut portail en acier orné des initiales doré BE. Anita le contemplait avec admiration, les mains serrées contre son sac à main usé. L'imposante demeure au-delà du portail était un véritable palais, tel un géant silencieux au cœur de Banana Island. C'était sa première fois dans le quartier le plus huppé de Lagos, un monde qu'elle n'avait vu que sur Instagram ou dont elle avait entendu parler par des gens qui vivaient une vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'agence qui l'avait placée l'avait prévenue. Pas d'erreur, pas de retard, pas de questions. L'homme de la maison, Brian Edom, était un milliardaire magnate de la technologie qui ne tolérait aucune erreur. Anita hocha poliment la tête tandis que le chauffeur lui faisait signe de descendre. Son uniforme bleu et blanc était impeccable, repassé la veille avec le plus grand soin. C'était son bouclier, son moyen d'entrée. Elle prit une profonde inspiration et entra dans la fosse aux lions. À l'intérieur, le manoir était encore plus impressionnant. Des sols en marbre luisaient comme de l'eau, des lustres scintillaient comme des étoiles gelées, et un silence qui semblait trop pur, trop délibéré. Anita fut conduite par un long couloir jusqu'à un bureau où Madame Fink, la gérante, était assise derrière un bureau vitré. Femme d'une quarantaine d'années, Madame Fink avait un regard perçant qui ne laissait rien passer et une voix imprégnée d'autorité. « Tu as de la chance », commença-t-elle sans préambule. Normalement, les nouvelles femmes de chambre ne sont pas affectées à l'étage, mais nous manquons de personnel. Ne t'emballe pas. La chambre principale est sacrée. On la nettoie. On ne touche à rien qui ne soit pas sur sa liste de contrôle. Compris? Anita hocha vivement la tête, essayant de dissimuler sa nervosité. Et n'ouvre jamais, jamais l'armoire, ajouta Madame Fink d'un ton plus bas. Cet endroit est interdit. Nettoyez la chambre, changez les draps, dépoussiérez les surfaces. C'est tout. Maintenant, partez. Anita ne demanda pas pourquoi. Elle murmura simplement un doux « Oui, maman », prit le kit de nettoyage qu'on lui tendait et se dirigea vers l'escalier qui menait au monde interdit à l'étage. Ses chaussures firent à peine un bruit sur la moquette tandis qu'elle montait au premier étage. Chaque détail de la maison respirait la richesse. Cadres photo cerclés d'or, capteurs de lumière automatique, parfums floraux diffusés par des diffuseurs coûteux soigneusement dissimulés dans les coins. Arrivée dans la chambre principale, elle s'arrêta. Devant elle, les doubles portes étaient hautes et solides, sculptées dans de l'acajou, avec un heurtoir en argent en forme de tête de lion au centre. Elle murmura une prière silencieuse avant d'ouvrir les portes. La pièce était immense, avec de grandes fenêtres, de riches rideaux bleu marine, des murs couleur crème et un lit si grand qu'il pouvait accueillir toute sa famille, à haut hérrier. Elle resta un moment immobile, à contempler le spectacle. Elle se sentait comme une intruse dans un musée. Mais elle reprit vite ses esprits et se mit au travail. Elle essuya les vitres, changea les draps et épousseta les tables de chevet anciennes. Puis, alors qu'elle tendait la main vers la poignée du placard, non pas celle de l'armoire, mais celle d'une porte de rangement à côté, sa main hésita. C'est alors que le téléphone dans sa poche vibra. C'était l'agence. Elle s'éloigna de quelques pas pour répondre. Lorsqu'elle raccrocha, quelque chose d'autre avait attiré son attention. C'était le design de l'armoire qui l'attirait, différent de tout ce qu'elle avait vu. Dotée de 2 panneaux, de poignées élégantes et d'une finition polie, elle scintillait légèrement sous l'éclairage subtil de la pièce. Anita ne voulait pas être curieuse, pas vraiment. Mais un plumeau s'était glissé sous ses portes, et elle se dit qu'un rapide coup d'œil ne pouvait pas faire de mal. Elle regarda autour d'elle, hésita, puis ouvrit une porte de l'armoire. Ce qu'elle vit à l'intérieur lui fit battre le cœur. Des rangées et des rangées de costumes de créateurs classés par couleur, des étagères remplies de chaussures étincelantes comme neuves, une collection d'eau de Cologne, de montres et de cravates disposées avec une précision chirurgicale. C'était une boutique entière cachée dans une pièce. Elle entra lentement, attirée par un parfum de luxe, de musc, de santal et de pouvoir. Son regard parcourut une étagère contenant des livres, de vieilles photos encadrées en noir et blanc, et un minuscule tiroir verrouillé équipé d'un lecteur d'empreintes digitales. C'était comme pénétrer dans l'âme de quelqu'un. Puis vint l'erreur. Son téléphone, qu'elle avait laissé sur le lit, se remit à sonner. Surprise par le bruit soudain, elle se retourna vivement pour sortir,
juste au moment où une rafale de vent venant de la fenêtre entr'ouverte claquait la porte de l'armoire. Clic! Le son était doux, presque élégant, mais définitif. Les yeux d'Anita s'écarquillèrent. Elle tendit la main vers la poignée. Elle ne bougea pas. Elle tira plus fort. Rien. La panique la submergea tandis qu'elle frappait à l'intérieur de la porte en criant. « Allô? Il y a quelqu'un? Ouvrez, s'il vous plaît. » Mais les murs étaient épais et sa voix étouffée. Ses paumes étaient moites tandis qu'elle tâtonnait dans l'obscurité. La lumière automatique s'était éteinte. L'armoire n'était pas seulement verrouillée, elle était scellée. De l'extérieur, elle s'effondra au sol, incrédule. L'ironie ne lui échappa pas. La seule chose qu'on lui avait conseillé de ne jamais toucher était désormais sa prison. L'espace d'un instant, elle se demanda s'il s'agissait d'un système de sécurité high-tech conçu pour enfermer les intrus. Elle essaya de se rappeler tout ce qu'elle avait appris durant son court séjour au manoir, tout ce qui pourrait l'aider à s'échapper. Mais rien ne venait. Sa respiration devint saccadée. Son uniforme était trempé de sueur. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois, la voix rauque de désespoir. « À l'aide !» cria-t-elle. Mais le manoir était immobile. Silencieux. Brian et Dom étaient en voyage d'affaires, et les autres employés montèrent rarement à l'étage, sauf sur convocation. Anita était piégée, et personne ne savait qu'elle était là. L'air devenait de plus en plus étouffant à mesure que les heures passaient. Anita était assise, recroquevillée dans un coin de l'armoire, le tapis moelleux sous elle n'étant plus réconfortant, mais oppressant. Sa gorge était sèche, son estomac noué, et son esprit lui jouait des tours. Elle pensa à sa mère, qui avait été enthousiasmée par ce travail. « C'est ta découverte ?» avait-elle dit au téléphone. « Prends soin de toi, ma fille. » Anita ravala ses larmes, la culpabilité la submergeant. Il lui suffisait de suivre les instructions, de nettoyer la pièce et de partir. Mais maintenant, elle était coincée, sans eau, sans nourriture, et sans la moindre idée de combien de temps elle resterait là. Le temps s'écoulait lentement dans l'obscurité. Elle fredonnait doucement la même berceuse que sa mère chantait lorsque PHCN ramenait la lumière à la maison. C'était la seule chose qui la maintenait saine d'esprit. À la tombée de la nuit, la fatigue prenait le dessus. Elle essaya de dormir, mais chaque craquement de la maison la réveillait en sursaut. Elle gratta à la porte encore quelques fois. Toujours aucune réponse. Sa voix était trop rauque pour crier. Elle se mit à observer. Elle remarqua de minuscules détails, une tache usée sur le tapis où des chaussures avaient dû être posées à plusieurs reprises, une petite caméra cachée au-dessus de l'étagère du miroir, clignotant faiblement en rouge. Quelqu'un l'avait-il vue entrer? Cet appareil photo pouvait-il la sauver? Ou était-ce juste un mannequin? Elle parcourut les bords de l'étagère du doigt et trouva un petit carnet coincé entre deux vestes. En l'ouvrant, elle découvrit des notes manuscrites, des listes de tâches, des schémas de projets technologiques et même des pages arrachées à des journaux mettant en lumière des fuites de données et des trahisons au sein de l'entreprise de Brian. Soudain, l'armoire lui parut comme un coffre secret. Anita n'était pas seulement enfermée dans un placard, elle était entourée de fragments d'un homme que le monde connaissait à peine. Étrangement, elle ne se sentait plus entièrement seule. Sa curiosité, malgré les circonstances, lui donna un point d'appui. Elle feuilleta à nouveau le carnet, le replaçant soigneusement à sa place. Elle commença à marcher lentement pour éviter une raideur articulaire totale. Son esprit s'est alors tourné vers les rumeurs concernant Brian et Dom, un génie reclus qui avait bâti un empire et disparu des projecteurs. Certains disaient qu'il avait été trahi par sa propre fiancée. D'autres le qualifiaient de paranoïaque et dangereux. Mais l'armoire racontait une autre histoire. Il y avait du chagrin dans les notes et de la douleur dans les photos cachées. Anita l'ignorait encore, mais cet enfermement accidentel marqua le début d'une révélation pour elle et pour l'homme qui possédait cette forteresse. Lorsque la lumière se ralluma au-dessus d'elle, Anita cligna des yeux à plusieurs reprises, confuse. Sa notion du temps s'était dissipée, mais elle savait qu'elle était restée dans l'armoire pendant des heures, peut-être toute la nuit. La faim lui tenaillait le ventre, mais son esprit avait basculé de la panique à l'observation silencieuse. Les objets à l'intérieur n'étaient plus seulement des vêtements et des accessoires, mais des fragments de l'âme de quelqu'un. Elle parcourut lentement et avec précaution l'espace de la garde-robe, examinant tout. Sur une étagère se trouvait une photo d'enfance. Brian, peut-être 8 ans, debout à côté d'une femme plus âgée. Sa mère? Les coins du cadre étaient usés, comme s'il avait été souvent manipulé.
Sur une autre étagère se trouvait une paire de boutons de manchette, chacun gravé de la lettre K. En dessous se trouvait un écrin en cuir contenant une bague de fiançailles délavée. Anita le contempla, stupéfaite. Qui avait quitté cet homme? Ou bien s'était-il éloigné d'elle? Elle trouva ensuite un journal, moins détaillé que le précédent, mais rempli de pensées occasionnelles. La plupart des entrées étaient énigmatiques, évoquant des projets, des trahisons et des abus de confiance. Une phrase lui resta gravée dans la mémoire. Même le silence a un écho quand on est seul à écouter. Anita caressa lentement la phrase, la laissant s'imprégner. Cet homme, malgré toute sa richesse et son influence, était profondément blessé. Elle songea à la façon dont les milliardaires étaient perçus comme des titans intouchables et impassibles. Mais à l'intérieur de cette armoire, elle perçut les échos d'un homme brisé. Cela adoucit quelque chose en elle. Elle ne le craignait plus. Elle voulait juste quitter cette pièce et ne plus jamais violer son espace. Soudain, elle entendit des pas résonner devant la porte. Lourd, précis. Quelqu'un s'approchait de la chambre principale. Anita S.E. Figia. Était-ce Brian, ou un autre membre du personnel? Son pouls s'accéléra. C'était sa chance, son seul espoir de s'échapper. Elle se dirigea vers la porte, y collant son oreille. Les pas s'arrêtèrent, puis reprirent, se rapprochant. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, priant pour que la personne remarque quelque chose d'étrange. Son téléphone disparut, le plumeau devant l'armoire. Alors que la poignée de la porte de la chambre claquait et que la lumière extérieure entrait, Anita retint son souffle. Après presque une journée entière de silence, les secours étaient enfin arrivés. Mais elle ignorait totalement la tempête qui l'attendait de l'autre côté de la porte de cette armoire. Le SUV noir de Brian et Dom franchit silencieusement les grilles de son manoir, une machine élégante ramenant son maître à la maison. Le milliardaire avait passé les 3 derniers jours au Cap pour un sommet d'investisseurs de haut niveau. Bien que le voyage ait été productif, il en est revenu avec la même lassitude qu'après chaque apparition publique. La foule, les caméras et les conversations l'épuisaient plus que n'importe quel défi technique. En sortant du véhicule et en tendant sa mallette à un steward qui l'attendait, il n'a rien remarqué d'anormal. Le manoir était impeccable, les lumières parfaitement réglées pour son arrivée, et l'air intérieur était frais, parfumé d'un subtil parfum de lavande, exactement comme il l'aimait. Mais il y avait une étrange immobilité dans l'air, quelque chose d'anormal. Ce n'est qu'en arrivant dans sa chambre pour défaire ses bagages qu'une vague lueur de suspicion lui traversa l'esprit. Là, juste au pied du lit, se trouvait un seul gant de nettoyage, petit, bleu, et visiblement déplacé. Brian Franca, Les Sourcels. Il était méticuleux quant à l'ordre. Rien dans son espace personnel n'était laissé sans intention. Le reste de la pièce paraissait impeccable, mais le gant le harcelait. Il le jeta dans le panier à linge et se promit de parler à Madame Fink demain matin. Laissant cette pensée de côté, il entra dans son armoire pour prendre des vêtements de rechange. Tout semblait normal. Ses chaussures alignées en rang droit, ses chemises soigneusement repassées et rangées par tons, bleu marine, anthracite, ivoire. Pourtant, il sentit quelque chose, un murmure dans l'air, l'odeur de son eau de Cologne qui persistait trop longtemps, comme si elle s'était mêlée à la présence de quelqu'un d'autre. Il scruta à nouveau la pièce, secoua la tête et alluma sa chaîne hi-fi. Les douces notes jazz de Hugh Masekela emplirent la pièce tandis qu'il se déshabillait, inconscient du souffle faible retenu juste derrière les panneaux de la penderie. Tandis que Brian se déplaçait dans la pièce, se changeait et entrait enfin dans la salle de bain pour une longue douche, Anita restait figée sur place, le cœur battant plus fort que le jazz. Elle avait à peine survécu à la nuit passée en silence, et maintenant, avec le maître de maison à quelques pas, le danger d'être découverte et l'humiliation qui l'accompagnerait menaçaient de l'étouffer. Elle entendait le bruit étouffé de l'eau courante, le bruit des pas, le glissement d'un tiroir. Chaque bruit confirmait que ses soupçons étaient fondés, il était de retour. Ses lèvres tremblaient. Une partie d'elle voulait frapper, crier, se révéler et en finir. Mais une autre partie savait que la colère qui l'attendait serait impitoyable. Non seulement elle avait désobéi aux ordres, mais elle avait aussi violé le caractère sacré de la pièce même dont tout le monde l'avait mise en garde. Alors, elle resta immobile, priant pour un miracle, ignorant que l'instinct aiguisé de Brian commençait déjà à sentir l'onde invisible qu'elle avait laissée derrière elle. Alors que les heures s'étiraient dans le silence de la nuit, Anita sentait ses forces s'épuiser.
Ses membres lui faisaient mal à force d'être restée assise par terre si longtemps, et son estomac grondait de faim. Mais c'était le silence qui la faisait le plus souffrir. Elle était seule dans un espace conçu pour l'opulence, et pourtant, on aurait dit une cage. Impossible de lire l'heure, mais elle estima qu'il était minuit passé depuis longtemps, d'après le rythme des mouvements de Brian, désormais ralenti et discret. De temps à autre, elle entendait sa voix faible, probablement au téléphone, basse, mesurée, impassible. Ce n'est que lorsque les lumières s'éteignirent et que la pièce tomba dans un silence complet qu'Anita s'autorisa à s'allonger à nouveau, croisant les bras sur sa poitrine comme pour se serrer contre elle-même. Le froid de la pièce s'insinua et elle se recroquevilla encore plus, luttant contre le sommeil et les pensées du lendemain. Allongée là, elle laissa son esprit vagabonder dans le passé. Elle se voyait plus jeune, les yeux brillants, tenant son certificat d'études secondaires avec une fierté tremblante. Sa mère avait pleuré ce jour-là, non pas de tristesse, mais de joie. « Tu seras la première diplômée de cette famille », avait-elle dit en frappant ses mains rugueuses. Mais la vie ne s'était pas déroulée comme prévu. Son père était tombé malade, les frais de scolarité étaient devenus un luxe et ses rêves s'étaient évanouis sous le poids de la survie. Elle s'était démenée, vendant de la nourriture au bord de la route, donnant des cours particuliers aux enfants après l'école, et avait fini par accepter un emploi de domestique dans une agence de Lagos qui promettait des placements respectables. Lorsqu'elle reçut l'offre de travailler à Banana Island, sa mère appela tous les voisins pour fêter ça. La voilà maintenant, recroquevillée dans un coin de l'armoire d'un milliardaire, affamée, sans sommeil, et sans savoir si elle aurait un emploi demain matin. Pourtant, quelque chose en elle refusait de se briser. Elle avait déjà connu des difficultés. Elle avait ressenti la douleur d'être sous-estimée, la souffrance de rater des opportunités à cause de son passé. Elle murmura doucement dans le silence, répétant les affirmations que sa mère lui avait enseignées. « Je ne suis pas une erreur. Je m'élèverai. Je suis plus forte que les circonstances. » Elle ignorait si ces mots avaient un pouvoir, mais ils lui donnaient un autre objectif que la peur. Elle compta ses respirations. Elle imagina la lumière filer à travers les fentes de la porte de l'armoire. Elle imagina le visage de sa mère, fort et souriant. Puis elle pensa à Brian, l'homme dont les secrets l'entouraient désormais. Quelle douleur un homme devait-il endurer pour vivre dans un tel isolement? Quel monde voyait-il en regardant par les fenêtres de son appartement? Ces pensées la hantent tandis qu'elle sombrait enfin dans un sommeil léger et agité, l'esprit accablé à la fois par sa réalité et par le mystère de l'homme dehors. Le matin, dans la demeure de Brian et Dom, résonnait un orchestre silencieux d'automatisation et de discipline. Les stores se sont lentement baissés d'eux-mêmes, laissant les rayons dorés du soleil baigner la pièce de chaleur. Les lumières ont ajusté leur intensité en conséquence, et une douce mélodie a été diffusée par les haut-parleurs intégrés au plafond. Brian a ouvert les yeux à 5h30 précises, une habitude ancrée dans son esprit par des années de gestion rigoureuse du temps. Il se déplaçait avec efficacité, se brossant les dents, se rasant, s'étirant. Contrairement à la vie chaotique de la plupart des Lagosiens, sa journée commençait avec un ordre délibéré. En entrant dans son armoire, pieds nus, une serviette en bandoulière, il ressentit une pointe de tension. Cette même sensation étrange revint, celle d'une intrusion dans son espace. Il s'arrêta sur le seuil, scrutant l'intérieur. Tout semblait intact, mais l'air était empreint d'un calme différent, comme une pièce qui aurait écouté un secret avec trop d'attention. Anita, à peine réveillée, sentit sa poitrine se serrer en entendant des pas. Elle retint son souffle et se réfugia dans l'ombre derrière un portant de blazer, priant pour qu'il ne remarque pas le léger mouvement de ses pas. Son corps était raide, mais elle n'osait même pas bouger un orteil. Elle pouvait distinguer une petite silhouette à travers l'espace entre deux vestes. Debout devant le miroir, il ajustait sa cravate, s'arrêtant de temps en temps pour lire quelque chose sur sa tablette. Elle observa un homme que les médias qualifiaient de génie froid, grand, mince, aux traits sombres et sculptés comme la pierre, à l'expression indéchiffrable. Sa présence emplissait la pièce, à la fois imposante et étouffante. Et pourtant, quelque chose en lui, sa façon de lisser les coins de sa chemise ou de vérifier son reflet, lui semblait étrangement humain. L'espace d'un instant, elle s'imagina lui parler, lui expliquer tout. Mais l'idée d'être renvoyée, ou pire, arrêtée, la bloquait. Devant l'armoire, Brian prit une montre sur l'étagère du haut et la ferma, sans lever les yeux. Il prit un dossier dans l'armoire,
jeta un dernier coup d'œil au miroir et sortit, la porte se refermant derrière lui. Anita ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas. Son cœur battait encore comme un tambour en zone de guerre. Chaque seconde qui passait lui rappelait à quel point sa situation était devenue ridicule et terrifiante. Elle savait désormais que le temps n'était pas son seul ennemi. Si Brian commençait à poser des questions, si Madame Fink revenait, si la mauvaise personne la trouvait, ce ne serait plus un simple malentendu. Cela ferait scandale. Et des gens comme elle, des domestiques sans personne pour les défendre, ne gagneraient jamais dans un endroit pareil. Elle se rassit, la tête appuyée contre le mur de l'armoire. Le pire était encore à venir, et elle le sentait approcher à chaque pas dans le couloir. Plus tard dans l'après-midi, Brian était assis dans son bureau, distrait. Il avait tenté de se plonger dans son travail, une proposition de nouveaux modèles de chiffrement des données qu'il conceptualisait depuis des semaines, mais son esprit continuait à vagabonder. Quelque chose clochait dans la maison. Une subtile perturbation de son rythme habituel. Il ne pouvait l'expliquer, mais cela le perturbait. En homme logique et structuré, il ne croyait pas à l'instinct sans preuve. Mais là, c'était différent. Il se recula de son bureau et se dirigea vers le salon, remarquant le couloir vide, le bourdonnement inhabituellement faible des bouches d'aération. Il retourna dans sa chambre et resta immobile, à écouter. Puis, à peine perceptible, si faible qu'il faillit l'ignorer, il entendit un bruit. Un léger bruissement, comme un tissu frôlant le bois. Ses sourcils se froncèrent. Il prit son téléphone et appela l'équipe de sécurité. « Balayez le sol », ordonna-t-il. « De haute MBAS. » Il y avait peut-être quelqu'un dans la maison. Pendant ce temps, dans l'armoire, Anita entendait aussi des murmures de voix, des pas dans le couloir, le cliquetis des radios. La peur revint par vagues. Elle réalisa que Brian avait des soupçons et que le personnel était à ses trousses. Que ferait-il en la trouvant? Croirait-il son histoire? Ou croirait-il qu'elle était entrée par effraction avec une intention malveillante? Sa respiration devint saccadée. Elle devait agir vite. Elle s'approcha lentement de la porte de l'armoire et se mit à tapoter doucement, pas assez fort pour attirer toute la maison, mais suffisamment pour signaler sa présence à la bonne personne. Elle tapota 3 fois, marqua une pause, puis tapa de nouveau. Les secondes passèrent, puis des pas se rapprochèrent. Une ombre se déplaça sous l'entrebâillement de la porte. La poignée tourna, marqua une pause, puis tourna de nouveau, cette fois avec force. Puis le silence. Le corps d'Anita se raidit en attendant le verdict. La porte de l'armoire s'ouvrit brusquement. La lumière s'abattit comme un jugement. Et il était là, Brian et Dom, debout, sous le choc, la confusion et la fureur grandissante. Anita se protégea les yeux de la lumière, puis se releva lentement, titubant légèrement. Son uniforme était froissé, ses cheveux emmêlés et sa voix à peine audible. « Monsieur, je suis désolé. » Je ne voulais pas, mais Brian serra les dents, son regard scrutant son visage à la recherche d'une quelconque tromperie. « Que fais-tu dans mon armoire » demanda-t-il froidement, d'une voix plus rauque que du verre brisé. Derrière lui, 2 agents de sécurité attendaient les ordres. L'explication d'Anita jaillit, un flot de mots qui tenait à peine. Le ménage, l'appel, le vent, le verrou. Brian resta silencieux un instant, puis se tourna lentement vers ses hommes. « Emmenez-la au salon. » Appelez Madame Fink. L'atmosphère était tendue. Anita baissa la tête et la suivit, chaque pas plus lourd que le précédent. Son destin reposait désormais entre les mains d'un homme qu'elle avait appris à connaître par hasard, de l'intérieur. Le silence après l'ouverture brutale de la porte était lourd de tension. Anita resta là, clignant rapidement des yeux, son corps vacillant comme une feuille sous l'orage. Elle n'avait pas imaginé que sa première vraie rencontre avec Brian et Dom serait ainsi, coincée, débraillée et totalement vulnérable. Sa silhouette imposante occupait l'embrasure de la porte de l'armoire, veste de costume ouverte, les yeux plissés avec un jugement tranchant qui transperce les os. Il la regardait comme on regarde un fantôme, un étrange mélange d'incrédulité et de suspicion immédiate. « Qui t'a laissé entrer ici » demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Anita ouvrit la bouche, mais sa langue était lourde. « C'était un accident, croissa-t-elle. Je faisais le ménage. La porte s'est refermée derrière moi. Je me suis retrouvé enfermé. » Son explication semblait faible, même à ses oreilles. Les 2 agents de sécurité derrière Brian s'agitaient, mal à l'aise, attendant des instructions, comme s'ils hésitaient entre l'escorter ou l'arrêter sur le champ.
Brian était pris de panique. Il était habitué à la trahison, de la part de ses amis, de ses partenaires, et même de son ex-fiancée. Mais ça, une femme de ménage s'introduisant dans son espace privé, il ne savait pas s'il s'agissait d'incompétence ou d'une intrusion délibérée. Son regard, bien qu'effrayé, était clair. Elle n'avait pas l'air d'une voleuse ou d'une saboteuse. Mais Brian ne croyait pas aux apparences. Il avait bâti son empire en se fiant aux données, pas au visage. « Tu es resté ici combien de temps » demanda-t-il froidement. « Depuis hier » murmura Anita. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur le tapis, à la fois de faiblesse et sous le poids de la honte. Brian l'observait en silence, analysant chacun de ses faits et gestes. Aucun objet volé, rien de manquant ou d'égaré. Pourtant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se retourna brusquement et murmura « Emmène-la au salon. Je ne vais pas te faire chier maintenant. » Tandis qu'on aidait Anita à se relever, elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule à l'armoire qui l'avait retenue prisonnière et à l'homme qui tenait son destin en otage. Arrivé au salon, on apporta à Anita un verre d'eau. Ses doigts tremblaient en le tenant. Le sol en marbre du manoir semblait plus froid que jamais, et même la grandeur de l'espace semblait mépriser son existence. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Quelques minutes plus tard, Madame Fink fit irruption, le visage crispé par la rage. « Encore toi? J'aurais dû m'en douter, » rétorqua-t-elle. Brian la suivit, plus calme, même si sa mâchoire était toujours crispée. Anita tenta une fois de plus de s'expliquer, mais Fink la coupa. « On t'avait prévenu. Tu crois que c'est un mouvement où l'on touche à ce qui ne lui appartient pas ?» Brian leva la main pour la faire taire, puis regarda Anita à nouveau, plus longuement cette fois. « Tu seras suspendu. Indéfiniment. La sortir de ma vue. » Et d'un seul coup, l'espoir auquel Anita s'était accrochée lui a filé entre les doigts. On l'escorta jusqu'au quartier des domestiques, incertaine de pouvoir faire ses bagages, ni même de partir dignement. Le lendemain de sa suspension, Anita était assise au bord de son petit lit dans les quartiers du personnel, son sac à côté d'elle. Il était trop tôt pour partir, le soleil pointait à peine derrière l'horizon de Banana Island, mais elle ne supportait pas une seconde de plus sous le regard attentif de Madame Fink. Chacun de ses mouvements était scruté. Chaque respiration était perçue comme un défi. Ses collègues l'évitaient, craignant d'être perçus comme compatissants. L'erreur d'Anita avait fait d'elle une paria. Le pire n'était pas l'humiliation, mais l'amère déception qui la poursuivait comme une fumée noire. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là. Et maintenant, tout ce qu'elle avait espéré construire s'effondrait. Elle revivait chaque instant passé dans cette armoire, chaque mot qu'elle avait dit à Brian, cherchant le faux pas qui avait scellé son destin. Le manoir s'animait lentement. Brian se tenait dans son bureau, regardant par la fenêtre, toujours perturbé. Quelque chose dans le récit d'Anita le fit hocher la tête. Elle aurait pu crier, faire une scène, mais elle ne l'avait pas fait. Et quand ils l'ont trouvée, elle ne fouillait pas dans ses affaires. Elle était assise là, presque comme une enfant attendant d'être secourue. Madame Fink avait insisté dès le début sur le fait qu'Anita était une source de problèmes. Mais Brian ne prenait pas de décision fondée sur des préjugés. Il se dirigea vers son bureau, sortit sa tablette et accéda à la vidéosurveillance de l'armoire. En parcourant les images, il vit Anita entrer dans la pièce pour faire le ménage, ramasser un plumeau tombé et entrer dans l'armoire. Puis la porte claqua derrière elle. Pas de vol, pas de sabotage, juste un mauvais timing et un coup du sort. Brian se renversa dans son fauteuil, soupira et ferma les yeux. Il détestait avoir tort, mais il détestait encore plus être injuste. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Anita s'apprêtait à monter dans la camionnette de l'agence venue la chercher, une voix surprenante l'appela. « Attends !» Elle se retourna et vit Myriam, la sœur cadette de Brian, sortir de sa voiture blanche et élégante. Élégante et posée, Myriam dégageait une chaleur qui contrastait profondément avec la froideur des autres résidents du manoir. « Viens avec moi » dit-elle doucement mais fermement. À l'intérieur, Brian attendait, les bras croisés, une expression neutre masquant ses pensées. « Tu n'es pas viré » dit-il dès qu'Anita entra dans la pièce. « Mais tu es en période d'essai. Accès limité. Pas de tâche à l'étage. Compris ?» Anita hocha vivement la tête, bouleversée par cette grâce inattendue. « Merci, monsieur » murmura-t-elle. Brian ne répondit pas. Il retourna simplement à son bureau, mais tandis qu'Anita quittait la pièce,
elle aperçut le sourire encourageant de Myriam. À cet instant, Anita sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter en elle, une lueur d'espoir. Dans les jours qui suivirent sa réintégration, Anita fit son travail avec une prudence renouvelée. Elle gardait la tête basse, évitait toute pièce qui ne lui était pas assignée et ne parlait presque jamais, sauf si on lui adressait la parole. Mais Brian la remarqua. Depuis son bureau, depuis les caméras de surveillance et les conversations entre employés, elle était différente. Contrairement aux autres, elle ne cancanait pas, ne se plaignait pas et ne rompait pas. Elle travaillait avec précision, ses mouvements étaient calculés et efficaces. Et pourtant, une tristesse sourde planait derrière elle comme une ombre. Brian n'était pas du genre à se soucier de la vie privée de ses employés, mais Anita l'intriguait. Pas de façon romantique, pas encore, mais à la manière des romans policiers. Qui était cette fille qui s'était retrouvée piégée dans son armoire, n'avait rien volé et avait supporté sa punition avec dignité? Madame Fink n'appréciait pas ce changement. Elle avait vu le regard de Brian s'attarder un peu trop longtemps lorsqu'Anita passait, et cela la mettait en colère. Pendant des années, elle avait dirigé la maison sans interférence, sa parole ayant force de loi. Le retour d'Anita a miné ce pouvoir. Elle a commencé à lui confier les tâches les plus difficiles. Nettoyer le sous-sol de la maison d'hôte, récurer les vitres extérieures, gérer seule les livraisons. Mais Anita ne s'est jamais plainte. Elle travaillait en silence, redoublant d'efforts. Les autres servantes la regardaient avec un mélange de pitié et d'admiration. « Cette fille est forte » murmura l'une d'elles. « Elle aurait dû partir » répondit un autre. Mais Anita est restée. Pas seulement pour l'argent, mais parce qu'une partie de son cœur refusait de s'en aller vaincue. Un soir, alors qu'Anita nettoyait le marbre du hall d'entrée, Brian entra à l'improviste. Il marqua une pause, l'observant une seconde de trop. « Tu as étudié la sociologie, n'est-ce pas » demanda-t-il brusquement. Anita S.I. Figia. « Oui, monsieur, comment avez-vous fait ?»« Votre dossier d'agence. »« Je l'ai lu » répondit-il en se dirigeant vers la cuisine. Il n'a pas donné de détails. Anita a cligné des yeux, incertaine de ce qu'elle devait penser de l'instant. Mais à partir de là, il a commencé à poser des questions, des petites questions occasionnelles. Où as-tu grandi? Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter l'école? Que penses-tu de Lagos? Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et dans une maison où les gens, comme elle était censée être invisible, la curiosité de Brian était comme une fente dans une porte close, une fente qu'Anita n'était pas sûre de devoir franchir, mais qu'elle ne pouvait ignorer non plus. Ce fut Myriam qui fit le pas suivant. Un dimanche après-midi, elle invita Anita dans son jardin personnel, un coin tranquille du domaine, agrémenté de fleurs, de coussins moelleux et d'un auvent ombragé. Là, devant un plateau de zobo et de chin-chin, elle posa à Anita des questions que personne n'avait jamais pris le temps de lui poser. « Quels étaient tes rêves avant ça ?» demanda Myriam doucement. Anita sourit tristement. « Devenir écrivaine. Ou peut-être travailleuse sociale. Je voulais construire des écoles en zone rurale, donner aux filles des livres, des chances, de l'espoir. » Myriam écoutait sans juger, hochant parfois la tête. « Mon frère ne se confie pas facilement, » disait-elle. « Mais il n'est pas sans cœur. Juste sur ses gardes. Il recherche aussi des personnes capables de réfléchir, et pas seulement de servir. Si tu avais l'occasion de faire tes preuves, la saisirais-tu » Anita n'a même pas hésité. « Oui, 1000 fois, oui. » Le lendemain matin, Brian la fit venir dans son bureau. Elle entra, les mains jointes nerveusement devant elle, incertaine de ce qui l'attendait cette fois. Brian lui fit signe de la chaise en face de lui. « Assieds-toi » dit-il simplement. Puis, sans lever les yeux, il poussa un petit dossier sur la table. « Je travaille sur une plateforme communautaire numérique, un outil pour connecter les jeunes Nigérians aux ressources professionnelles, à l'éducation et à la formation. Je recherche une voix nouvelle dans l'équipe. Quelqu'un qui comprenne les difficultés et puisse les traduire en actions concrètes. Myriam m'a dit que tu pourrais être cette personne. » Les yeux d'Anita s'écarquillèrent d'incrédulité. Brian continua. « Tu as une semaine. Rédige une proposition. Montre-moi quelque chose d'utile. Si c'est bon, tu rejoindras l'équipe pilote. Sinon, tu reprendras tes fonctions habituelles. C'est simple. » Anita hocha lentement la tête, la voix tremblante. « Je ne vous décerai pas, monsieur. » Brian a finalement levé les yeux et a dit « N'essaie pas de m'impressionner. Sois juste honnête. C'est tout. » En quittant le bureau, le cœur d'Anita s'emballa. Pour la première fois depuis longtemps,
Quelqu'un lui avait donné plus que des instructions, une chance. Elle ignorait où cela la mènerait, mais elle savait qu'elle donnerait tout. Elle passa le reste de la journée à prendre des notes pendant ses pauses, à faire des recherches dès qu'elle pouvait emprunter la tablette de Myriam et à griffonner des plans dans son petit carnet à la lampe torche la nuit. La même jeune fille autrefois coincée derrière des murs de velours se voyait maintenant offrir la clé d'un avenir dont elle n'avait fait que rêver. Et cette fois, Anita n'allait pas la laisser filer. La semaine avait commencé avec une tension silencieuse qu'Anita n'avait plus ressentie depuis ses examens d'entrée à l'université. Sauf que cette fois, les enjeux étaient tout autres. Brian lui avait offert une occasion rare, une porte ouverte pour réécrire son histoire. En traversant le manoir ce matin-là, tout lui semblait surréaliste. Fini l'époque où elle passait la serpillière en silence, invisible au monde qui l'entourait. Désormais, elle avait été vue, vraiment vue, non pas pour ses erreurs, mais pour son esprit. Brian avait dit, « Si c'est bon, tu rejoindras l'équipe pilote. » Son ton était ferme, impersonnel même, mais son regard contenait autre chose, une lueur d'intérêt, peut-être de la conviction. Anita savait qu'il ne donnait pas ce genre d'opportunité à la légère. Il avait bâti son héritage sur le perfectionnisme. Si elle échouait, elle ne perdrait pas seulement l'opportunité, elle confirmerait les préjugés de personnes comme Madame Fink envers les femmes de ménage, qui osaient rêver au-delà de leurs conditions. Ses tâches de ménage étant temporairement réduites à temps partiel, Anita passait tout son temps libre à travailler sur le terrain. Elle a présenté une plateforme numérique conçue pour connecter les jeunes défavorisés à des cours en ligne gratuits, du mentorat et des opportunités de stage pratique. Elle a baptisé Uplift, abréviation de « Libérer le potentiel, développer l'avenir aujourd'hui ». Elle a emprunté la tablette de Myriam le soir et s'est renseignée sur des plateformes comme Coursera, LinkedIn Learning et même des programmes jeunesse locaux à Yaba. Elle comprenait parfaitement la douleur de se sentir exclue de ces outils, et cette compréhension a nourri sa créativité. Ses idées étaient concrètes, ancrées dans la communauté et fondées sur l'empathie. Ce qui rendait son travail unique, c'était qu'elle ne se contentait pas de proposer des fonctionnalités, elle créait de l'espoir. Ses croquis étaient griffonnés sur des cahiers et des serviettes, et elle répétait son discours devant un miroir fêlé dans les appartements des domestiques, murmurant chaque ligne jusqu'à ce qu'elle lui semble vraie. Pendant ce temps, Brian surveillait discrètement ses progrès. Il avait demandé à Myriam de ne pas intervenir, il voulait voir ce qu'Anita pouvait faire seule. Mais Myriam le tenait parfois au courant de son dévouement, de la façon dont Anita travaillait après minuit, de la façon dont elle sautait des repas justes pour peaufiner son idée, de la façon dont elle avait pleuré de frustration une fois et était revenue le lendemain matin, plus déterminée que jamais. Brian ne parlait pas beaucoup, mais il observait. Il regardait son potentiel se développer, couche après couche. Elle ne ressemblait à personne de ceux qui l'avaient embauchée auparavant. Pas de diplôme prestigieux, pas de CV impeccable, mais une détermination qui ne s'apprend pas dans les salles de réunion. Cela lui rappelait ses propres débuts, un jeune garçon d'Uy sans le sou, juste un ordinateur portable et un rêve. Et au fond, même s'il ne l'admettait pas, il souhaitait la réussite d'Anita. Pas pour son projet, pas pour son entreprise, mais parce que sa victoire permettrait à des gens comme eux, les oubliés, de s'élever. Anita dormit à peine la nuit précédant sa présentation. Son anxiété était à son comble, assise dans les locaux du personnel à 4 heures du matin, blottie dans son enveloppe, son carnet serré contre sa poitrine, elle répéta son discours encore et encore. Elle pensa à sa mère, à ses camarades de classe qui avaient abandonné leurs études, aux jeunes garçons qui vendaient de l'eau pure au feu rouge et aux filles qui n'avaient même jamais eu la chance d'aller à l'école. Elle pensait à tous ses sentiments et les exprimait dans chaque mot. Myriam la trouva devant le portail du jardin, juste après le lever du soleil, les yeux cernés d'épuisement. « Tout ira bien », murmura Myriam en lui offrant un doux câlin. « Parlez avec votre cœur. C'est ce qui vous rend différent. » C'est était le coup de pouce dont Anita avait besoin. À 9 heures du matin, elle se tenait dans la salle de conférence, le cœur battant, lorsque Brian et 2 membres de l'équipe senior entrèrent. Ça y était. C'était son moment. Avec seulement un projecteur, quelques croquis et une voix puissante, Anita a présenté Uplift, une plateforme mobile qui permettait aux jeunes Nigérians de bénéficier d'un véritable mentorat et d'un accès à des ressources éducatives, notamment dans les communautés rurales. Sa voix tremblait au début, mais s'est stabilisée lorsqu'elle a évoqué son passé, des personnes qu'elle connaissait et qui avaient abandonné faute de chance.
Tout le monde veut parler de la prochaine révolution technologique, a-t-elle déclaré. Mais la plus grande révolution dont nous avons besoin, c'est l'accès. Les opportunités ne devraient pas être un luxe. Elle a détaillé les fonctionnalités de l'application, le mentorat par binôme, les vidéos éducatives accessibles hors ligne, les forums de conseil de carrière, et a abordé le modèle de monétisation, qui s'articulait autour de partenariats avec des ONG et des investisseurs socialement responsables. Brian est resté immobile pendant toute la durée de l'événement, les mains jointes, le regard indéchiffrable. Mais quand elle eut fini et que le silence s'installa, ses yeux ne la quittèrent pas. Il se pencha en arrière et demanda « Qui vous a aidé à construire ça ?» Anita S.E. redressa. « Je l'ai fait toute seule, monsieur. Avec ce que j'avais. » Le silence est rompu lorsqu'une des associées principales de Brian, une femme sceptique nommée Adora, a déclaré que ce n'était pas parfait, mais que c'était réel. « J'y vois du potentiel. » Brian hocha la tête brièvement. « Laissez-nous, dit-il. » Une fois la pièce vidée, il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. « Tu as bien fait, dit-il finalement. » Le cœur d'Anita palpita. « Alors, j'ai refusé ?» demanda-t-elle avec hésitation. Brian se tourna vers elle, l'air toujours réservé. « Tu as fait plus que réussir. Tu es my top place. À partir de la semaine prochaine, tu commenceras ta formation au sein de l'équipe innovation en tant qu'analyste junior. Tu vivras hors site et ton salaire sera à la hauteur de ton nouveau rôle. » Anita halta, incapable de parler. « Mais une chose, ajouta-t-il. Ce n'était pas de la charité. Ne me le faites pas regretter. » Les yeux d'Anita brillaient de larmes. « Vous ne le ferez pas, monsieur. Je vous le promets. » En quittant la pièce, son carnet serré contre elle, elle avait du mal à y croire. La même fille qui autrefois frottait les sols s'avançait désormais vers un avenir qui lui semblait autrefois inaccessible. L'annonce de la promotion d'Anita fit l'effet d'un tremblement de terre dans le manoir. Tandis que la plupart du personnel de maison feignait la politesse, des murmures circulaient derrière les portes closes. Une femme de ménage, intégrer l'équipe technique du patron, du jamais vu. Mais personne n'était plus furieux que Madame Fink. Elle percevait l'ascension d'Anita comme une attaque directe contre son autorité, une atteinte à l'ordre qu'elle avait maintenu pendant des années. Comment une domestique subalterne, autrefois recroquevillée devant elle, pouvait-elle maintenant passer devant son bureau la tête haute? Cette pensée la choquait. Alors, en silence, elle commença à comploter. Elle accéda au serveur de la maison et trouva les fichiers numériques qu'Anita avait envoyés pour archivage. C'était risqué, mais elle en savait assez pour trouver le dossier intitulé « Présentation finale du Plift ». Un seul clic. Subprimer. Comme ça. Elle sourit, convaincue que si Brian ne parvenait pas à trouver l'Anita, elle serait humiliée. Plus tard dans l'après-midi, Anita arriva au manoir pour récupérer quelques affaires. On lui dit que Brian avait besoin qu'elle renvoie le dossier de présentation avant qu'il ne soit transmis aux investisseurs potentiels. La panique la submergea. Elle se précipita dans le salon des invités et ouvrit sa boîte mail, mais découvrit que le dossier avait disparu. Sa clé USB de sauvegarde? Corrompio. Elle vérifia chaque recoin, le cœur battant. Des heures de travail. Disparu. Complètement disparu. Assise figée sur le canapé, le regard vitreux. Madame Fink passa devant elle, l'air satisfait. Quand les gens se penchent trop, murmura-t-elle, ils finissent par tomber. Les yeux d'Anita se remplirent de larmes, mais elle refusa de céder devant elle. Au lieu de cela, elle courut dehors et appela Myriam en sanglotant. « C'est parti. Tout est parti. Je ne sais plus quoi faire. » La voix de Myriam était pressante. « Viens au bureau. Tout de suite. Ne t'arrête pas. Viens. » Myriam l'accueillit à la porte et la conduisit directement à Brian. Anita expliqua tout, la voix tremblante de frustration et de honte. Brian écouta sans un mot. Quand elle eut fini, il leva les yeux vers son ordinateur et tapa quelque chose. En quelques minutes, il ouvrit le journal d'accès au serveur de la maison. Sun Visage SE Crisp. Madame Fink était dans le système à 11h42. Dit-il doucement. C'est à ce moment-là que ton fichier a été supprimé. Il se leva lentement, le regard noir. Je ne tolère pas le sabotage. Pas en ma compagnie, et surtout pas chez moi. Anita resta immobile tandis que Brian appelait la sécurité et faisait escorter Madame Fink, son règne enfin terminé. Se tournant vers Anita, il ajouta « Nous reconstruirons le terrain ensemble. Tu te souviens de la plupart, n'est-ce pas?
Elle hocha la tête en larmes. Alors, on commence demain. Et cette fois, personne ne t'arrêtera. Pour la première fois, Anita réalisa que Brian ne se contentait pas de lui donner une chance. Il se battait aussi pour elle. Anita inni dormit padalanut. Elle resta dans un nouvel appartement, modeste mais confortable, griffonnant des notes et révisant son argumentaire avec une fureur née de la douleur et de la détermination. Ses doigts étaient crispés, ses yeux la piquaient, mais elle ne s'arrêta pas. Il ne s'agissait plus seulement de prouver que Madame Fink avait tort. Il s'agissait de se prouver qu'elle avait sa place dans ce nouveau monde. Le lendemain matin, elle arriva au bureau de Brian avec un nouveau plan en main. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures. Brian était intense, corrigeant, stimulant, exigeant des précisions. Mais il n'a jamais rejeté ses idées. Au contraire, il la poussait à redoubler d'efforts, car il y croyait. Le troisième jour, Anita avait présenté quelque chose d'encore meilleur que son argument initial. Uplift n'était plus seulement un projet. C'était un mouvement. Lorsqu'Anita a présenté le pitch révisé devant le comité technique de Brian, la transformation était évidente. Elle s'exprimait avec assurance, clarté et vision. Ses diapositives étaient claires, ses données précises et sa stratégie judicieuse. L'assistance, d'abord sceptique, commença à hocher la tête, à se pencher en avant et à poser des questions. À la fin de la réunion, le développeur principal s'est levé et a applaudi. C'était, selon lui, une innovation venue de zéro. Brian a peu parlé pendant la réunion, mais son regard s'est attardé sur Anita avec une sorte de non-dit, une fierté discrète. Elle avait non seulement gagné l'approbation du conseil, mais aussi son respect. Et dans cette salle remplie de professionnels de haut rang, Anita, l'ancienne femme de ménage, avait occupé le devant de la scène avec grâce. Plus tard dans la soirée, alors que le bureau se vidait, Anita retourna dans le bureau de Brian avec une version imprimée de la proposition finale. Il accepta sans un mot, mais alors qu'elle se retournait pour partir, il prit la parole. « Sais-tu pourquoi je t'ai donné cette chance ?» Elle marqua une pause, puis secoua la tête. « Parce que je me reconnaissais en toi, » dit-il. « A fame, combatif, sous-estimé. Peu importe d'où viennent les gens. Ce qui m'importe, c'est ce qu'ils font de ce qu'on leur donne. Et vous en avez fait plus qu'assez. » Le cœur d'Anita se gonfla d'émotion. Elle sourit, non seulement de gratitude, mais de triomphe. Elle avait commencé comme domestique, enfermée dans une armoire, invisible et inaudible. Mais désormais, elle se présentait comme une femme transformée, non seulement par l'opportunité, mais aussi par la passion qu'elle avait éprouvée pour la mériter. Les premières semaines d'Anita au sein de l'entreprise de Brian furent à la fois passionnantes et bouleversantes. Elle n'était plus la simple femme de ménage arpentant les couloirs de marbre, elle était désormais Anita Okachukwu, analyste junior, suivant les meilleurs développeurs et participant aux séances de brainstorming des équipes. Bien que ses connaissances techniques soient encore à jour, son instinct aiguisé et sa profonde compréhension de la dynamique communautaire lui ont permis de se démarquer à chaque réunion. L'entreprise de Brian avait toujours recruté les meilleurs, mais Anita apportait quelque chose de différent, l'authenticité. Sa présence, cependant, ne passait pas inaperçue hors des murs de l'entreprise. Le chef Alabo, un magnate des affaires puissant et rusé qui avait les yeux rivés sur la nouvelle entreprise de Brian, s'est rapidement intéressé à l'affaire. Lorsque ses recruteurs techniques lui ont rapporté qu'une ancienne femme de ménage dirigeait désormais le projet à impact social le plus prometteur de l'entreprise de Brian, il a ricané, puis a piqué sa curiosité. « Tout le monde a ses faiblesses », a-t-il dit à son assistant. « Et je crois que je viens de trouver Brian. » Lors du dîner suivant, Alabo a fait son premier pas. Pendant que Brian était absorbé par des discussions avec un groupe d'investisseurs, Alabo a envoyé une invitation qu'Anita n'a pas pu refuser, sous couvert d'un événement de réseautage pour les femmes du secteur technologique. Elle était honorée, voire même enthousiaste, croyant que c'était une reconnaissance de son influence grandissante. Myriam fut la première à hausser un sourcil. « Tu es sûr que c'est légitime ?» demanda-t-elle doucement. Anita hésita, mais insista. « C'est l'occasion de rencontrer plus de gens, de construire des liens. Je ne peux pas dire non. » Brian resta silencieux lorsqu'elle le lui annonça, mais lui lança un regard étrange qui persista trop longtemps. « Fais attention, finit-il par dire. » Les gens sourient, un couteau dans la poche. Elle ne savait pas quoi penser de son avertissement. Encore novice en matière de jeu de pouvoir au sein des entreprises,
Anita sous-estimait jusqu'où ses ennemis étaient prêts à aller lorsque leur domination était menacée. Elle ne réalisait pas encore que son ascension fulgurante était non seulement inspirante, mais aussi dangereuse. Quelques jours après cette invitation, des rumeurs commencèrent à circuler, murmurant comment Anita avait trouvé un emploi, sa relation avec Brian et comment elle avait été surprise dans sa garde-robe. Au début, Anita les ignora. Elle avait enduré pire dans la vie. Mais la dynamique du bureau a changé. Quelques collègues ont cessé de se regarder dans les yeux. L'un des chefs de projet de son groupe l'a soudainement écarté d'une tâche clé sans explication. La pression commença à monter. Myriam s'inquiétait, Brian de plus en plus distant. Et pendant tout ce temps, Alabo observait silencieusement depuis l'ombre, attendant le moment idéal pour frapper. Anita avait gagné sa place grâce à son courage et son intégrité, mais elle allait être mise à l'épreuve et se demander jusqu'où elle était prête à aller pour protéger l'avenir qu'elle avait tant lutté pour conquérir. Le gala se tenait au Presidential Towers, un lieu opulent connu pour accueillir l'élite de la société Lego. Anita arriva vêtue d'une robe noire simple mais élégante que Myriam l'avait aidée à choisir, les cheveux relevés en un chignon soigné, l'assurance transparaissant dans son sourire hésitant. C'était sa première participation à un événement de cette envergure, entourée de sénateurs, de PDG, de célébrités et de personnalités médiatiques. Elle ne remarqua pas qu'Alabo l'observait de l'autre côté de la salle, un verre de vin à la main, une lueur prédatrice dans le regard. Il s'approcha avec un charme éprouvé, complimentant son assurance et son intelligence. « J'ai entendu parler de votre projet, » dit-il d'une voix de velours enroulée autour d'un poignard. « Vous faites des vagues. Mais soyez prudent. On n'applaudit pas toujours du fond du cœur. » Anita rit poliment, se demandant s'il s'agissait d'une menace ou d'une flatterie. Lorsqu'il l'invita à sa table, elle accepta par courtoisie, ignorant que son véritable objectif était bien plus sinistre. Tandis qu'ils discutaient, Alabo orienta doucement la conversation vers Brian. Il posa des questions inquisitrices, masquées par une curiosité innocente. Brian parle-t-il parfois de ses regrets? Il est très protecteur envers son application, n'est-ce pas? Tu dois en savoir beaucoup maintenant. Anita répondit prudemment, en restant vague. Pourtant, un malaise glacial s'installa dans sa poitrine. Quelque chose clochait. Puis Alabo se pencha, son sourire s'effaçant. Tu sais, tout le monde est remplaçable, Anita. Même toi. Surtout toi. Les mots la frappèrent comme de la glace. Anita se leva aussitôt, les mains tremblantes, prête à s'éloigner, au moment même où Myriam apparut à ses côtés. Voilà, dit Myriam avec une aisance naturelle. Brian te cherche. Elle passa son bras autour d'Anita et murmura en marchant. Tu ne devrais pas être ici. Pas comme ça. Allez, on y va. De retour au manoir ce soir-là, Anita arpentait le salon des invités avec agitation. Elle raconta tout à Brian, de la conversation aux menaces voilées. Brian est resté silencieux un long moment. Puis il a dit qu'il avait essayé de t'utiliser pour m'atteindre. Il voit à quel point tu es proche du cœur de ce que je construis. Anita ressentit un mélange de honte et de colère. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. « Non, répondit Brian fermement. Tu as fait exactement ce que tu aurais dû faire, tu as suivi ton instinct. Mais désormais, c'est moi qui décide qui a accès à toi. » Ses paroles restèrent en suspens plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Anita cligna des yeux. « Je ne suis pas prisonnière, » dit-elle doucement. Brian sourit son regard. « Non, répondit-il. Tu es une cible, et je ne laisserai personne détruire ce que nous avons construit. » Pour la première fois, Anita ne voyait pas seulement son patron, mais un homme qui protégeait quelque chose ou quelqu'un qu'il appréciait profondément. Le lendemain matin, Anita se réveilla avec un téléphone qui vibrait de façon incontrôlable. Ses notifications sur les réseaux sociaux avaient explosé, avec des photos taguées, des messages et une centaine d'appels manqués. Lorsqu'elle ouvrit un article, elle en eut le souffle coupé. « De moi à la muse de mobile ?» À l'intérieur de la protégée controversée de Brian et Dom, on pouvait voir une photo spontanée d'elle prise lors du gala, debout à côté d'un laboratoire, avec Brian en arrière-plan. L'article insinuait une relation scandaleuse, décrivant son ascension comme allant au-delà du simple mérite. Il faisait même référence à l'incident vestimentaire, le transformant en une histoire inventée de séduction et de manipulation. Les yeux d'Anita se troublèrent de larmes. Tous ses efforts pour faire ses preuves ressemblaient désormais à une plaisanterie. Elle enfila sa veste et se précipita vers le bureau, le cœur battant.
Mais à son arrivée, les regards de ses collègues étaient plus acérés que des couteaux. Certains l'évitèrent complètement. D'autres chuchotaient assez fort pour qu'elle les entende. Brian l'appela dans la salle de réunion juste avant une conférence de presse. Elle se tenait devant lui, murmurant à peine. « Dois-je démissionner ?» Le regard de Brian s'assombrit. « Absolument pas. C'est ce qu'ils veulent. » Il s'est tourné vers son directeur de communication. Planifier une conférence de presse. Aujourd'hui. Quelques heures plus tard, les caméras tournaient. Brian se tenait à la tribune, vêtu d'un costume bleu foncé, Anita à ses côtés, l'air calme et déterminé. « Ce que vous avez tous lu est faux », commença Brian. Anita Okachukwu est l'un des esprits les plus brillants avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler. Elle n'a rien reçu de spécial. Elle a mérité, à chaque étape. Son travail sur Uplift transforme notre façon d'interagir avec les communautés défavorisées et elle continuera à mener cette initiative avec mon soutien total. Les journalistes ont multiplié les questions, mais la voix de Brian est restée ferme. Il avait clairement exprimé sa position. Anita n'était plus une histoire, elle était une force. Après la conférence de presse, Anita est sortie sur le parking, bouleversée par la vague de soutien qui lui parvenait en ligne et par message privé. Mais ce qui l'a le plus touché, ce sont les textos des filles de chez elle. « Vous me donnez de l'espoir. Je veux être comme toi. Merci de ne pas avoir abandonné. » Elle fixait son reflet dans la vitre teintée de la voiture, et non plus la fille qui frottait les sols ou pleurait dans des armoires fermées à clé. C'était une femme qui avait surmonté les épreuves, choisie non seulement par le destin, mais par sa propre volonté de persévérer. Et cette fois, son nom ne serait pas murmuré dans les colonnes des potins. Il serait gravé dans les gros titres, selon ses propres termes. Des mois plus tard, le manoir avait trouvé un nouveau rythme. Anita ne vivait plus dans les appartements. Elle avait emménagé dans un appartement épuré et minimaliste, non loin du bureau. Ses journées étaient remplies de réunions, de formation de nouveaux stagiaires et de développement de la plateforme Uplift dans d'autres pays africains. Brian restait distant en public, mais profondément impliqué en privé, vérifiant constamment son travail, défendant ses idées et parfois, la faisant rire. Leur relation avait évolué vers une relation riche et tacite, pas encore romantique, mais pas encore tout à fait professionnelle non plus. Il y avait entre eux un lien qu'aucun des deux ne cherchait à définir. Peut-être était-il né dans le silence d'une armoire. Peut-être était-il forgé par le respect mutuel. Quoi qu'il en soit, c'était bien réel. Un après-midi, Anita retourna au manoir pour une discussion informelle avec Myriam et un compte-rendu privé avec Brian. En passant devant la chambre principale pour se rendre au bureau, elle marqua une pause. La porte de l'armoire était légèrement entr'ouverte, une douce lumière s'en échappant. Elle entra, d'un pas lent et posé. Le parfum était le même, celui du santal, et quelque chose de profondément personnel. Elle regarda les costumes, les livres, la photo encadrée sur l'étagère. Puis son regard se posa sur un nouvel objet, une simple plaque placée dans un coin, gravée de ces mots. Parfois, c'est en s'enfermant qu'on trouve la sortie. Anita rit doucement. Elle se retourna et vit Brian debout, les bras croisés, la regardant avec un sourire narquois. « C'est toi qui as mis ça là ?» demanda-t-elle. Elle acquiesça. « Tu l'as inspiré. » L'espace d'un instant, ils sont restés là, liés à jamais par un accident inoubliable. Alors que le soleil se couchait sur Banana Island, Anita est sortie sur le balcon surplombant l'océan. En contrebas, la ville bourdonnait, grouillante de gens poursuivant leurs rêves, esquivant les tempêtes et tentant de s'élever. Elle avait autrefois été comme eux, cachée dans l'ombre, ignorée et sous-estimée. Mais la garde-robe qui l'avait autrefois enfermée était devenue le tournant de sa vie. Et maintenant, elle ne se contentait pas de réécrire son histoire, elle construisait des ponts pour que d'autres fassent de même. Brian la rejoignit discrètement, leurs épaules se touchant presque. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Anita sourit. Tout. Et sur ces mots, elles contemplèrent ensemble le ciel, silencieux, serein et plein de promesses.